So the farm was established in 1962 by my grandparents, Joanna and Peter, and taken over by my father and my uncle in 1988. And today, Chris, my cousin, Nick, and myself are the third generation to own the farm. So now we are 5 people full-time working on the farm together. We crop 650 acres, rotating between corn, soybeans, hay, and actually this year we have winter wheat. We milk 95 cows twice a day, own 148 kilos of quota, and current classification at 5 excellent, 40 very good, and 63 good plus. Our average herd milk production for the moment is at 11,700, and at about 1.6 kilos per cow per day, averaging 40 to 41 kilos per cow on a 2X. And we keep our somatic cell score, like if you take the average for the year, it's usually under 100. So as for communication, you know, things were a lot easier back when it was just Dad and William, you know. There was just the 2 of them, and they had their distinct parts of the farm that they took care of. You know, Dad was in the barn and William was in the machine shed, and it was all easy. And as we became more and more, we had to get more and more creative about how we communicated and keeping everybody informed and how we did everything. We threw around the idea a lot, you know, maybe we should have planned meetings, like, oh, every Monday we'll sit down and we'll talk, but it wasn't natural and it never really worked, you know? So we had to find different ways to keep people informed and to make sure that the discussions happened without making it awkward, you know, finding neutral grounds. So on the farm, we feed the cows once a day in the morning to make things easier in the winter, but you know, November to April when things are cold, we'll do the dry cows and the heifers every other day. So the dry cows one day and the heifers the next day. So because there's 2 different people who do the feeding, we keep a notepad in the mixer tractor on adjustments and onto the ration and notes so that if Chris is away, then the person who takes care of it always knows what's to do. So another tool that we've found useful now that there's a lot of us has been we all have iPhones, and we've all started doing a group text. And for it to really work well is you just got to put everything on there, even if you think it's silly or not useful information. It really keeps everybody informed, you know, like the parts are in at John Deere, or you know, such a salesperson just stopped in, or anything. Oh, I just sold some corn, and that way everybody always knows all the small stuff that's happening without actually having to sit down and talk to each other. And we've also really enjoyed just a good old-fashioned calendar. So we have a really big calendar in the office, and we'll put everything on there. You know, the dates that herd health is happening, or if somebody has a night they want to have off, or vacation weeks, and everything goes on there. And then that way everybody always knows what's going on, you know, and we'll post like invitations to meetings and stuff around that too. So, you know, everybody always can be aware, and it's in a high traffic area, so it's seen. So, you know, back before there was a lot of us, all the farm meetings kind of just happened at my dad's house, at the main farmhouse, you know, in the kitchen. And that's where a lot of family farm meetings happen. But as we became more of us, it felt like we needed another place. So now mostly it happens in the office in the barn, which may be a little stinky for some suppliers, but for us it works really well. You know, it's neutral, you know, it's nobody is ahead of anybody else in the office, and it's just a nice place. And we've also found that smaller discussions, like quick stuff, is better to be done in the barn or in the shed. Just quickly stop everything and discuss things while we're working. And that way it just feels more free,
a little bit more casual, you know. So yeah, we try to just keep each other informed of what we're working on during the week, in the barn during chores or whatever, you know. So that way, if somebody, we make sure we're all working in the same direction, you know. Like right now, we're getting close to seeding, so you know, we're making sure that Chris and William don't need help or anything, getting all the machinery ready. So we're just trying to make sure that we're all going in the same direction. So, and lend a hand when needed. Another thing that we find important is that we're mostly all there at supplier meetings. You know, so when Simon comes, we'll all show up and listen. You know, and so that might seem like a time loss to have all of us go to those meetings, but we feel it's important because that way everybody's opinion can be heard, everybody gets the same information, and we're all always on the same page. So, you know, even for buying seed or anything, we're usually all there so that everybody gets to be on the same page, on the same level. But it's also important to have those formal sit-down meetings. You know, so we'll have big meetings to discuss what we're going to purchase, what do we want to invest, to make 1, 2, and 5-year plans. You know, the crop planning meetings. But it's also important to recognize when things are not going so well, to make up time and sit down and talk when there's tensions or things that need to be discussed. It's also important to have clear definition of roles. And I can't say that we ever sat down and talked about roles and responsibilities on the farm. It kind of happened more naturally as people got added, you know. Dad always took care of the breeding and he still takes care of the breeding, you know. But, you know, as us younger generation kind of slowly became apart, we found our roles and our spots. But I recognize that we all have our role on the farm and we all stick to it. And I don't have to worry about what the other people are doing. I just know that they're going to take care of what their jobs are. On the farm, we also find it very important to plan time off and to take some time for the family. So we take 1 week off in the summer and 1 week off in the winter. We also take, we'll split the weekend in half. So half of us will take Saturday night off and the half of us will take Sunday night, of course, when we're not busy. And then that way we can have some family time on the weekends. And now that there's 5 of us, we have also been taking what we call a sleep in. So we can do chores with 4 people and the 5th person can sleep in. So we'll take turns skipping morning chores. And this really helps with the work-family life balance. My daughter is always excited when I get to be the person to put her on the school bus. So it's very nice. So as you know, with cows, having things being consistent is important. So we typically try to have the same people do the same job every day. So that really helps with the consistency. But because we do have time off and stuff, we always have a backup to every job. So there's like a main person and then a person who know a backup to everything that we do in the barn. So that way we can have flexibility, but it's still consistent for the cows. For jobs like milking, where most of us know how to milk and do milk, we discuss together protocols and to make sure that everybody's on the same page and that we all do it the same way. You know, just like employees, it's important that we do have the same routine. You know, when there's mastitis, what do you do and how do you treat it? So it's important. It's also important to recognize that you can ask, you know, other professionals and each other for help when things aren't going well or when you need to talk things over. And you know, and it's important to bounce ideas off each other. You know, just because I'm the one who pays the bills doesn't mean I can't ask for help or ask for advice from the other people on the farm. So it's good to discuss everything together. So
these are just some of the things that I've thought about could help with everybody today, and a couple other members of the farm are on the online here today. So if they have anything to add, they can. Say so. Great. Thanks, Jenna. That was a great presentation. Definitely some key points that people can definitely apply on their own businesses. Donc, merci Jenna pour la présentation. Définitivement, quelques petits points que je pense que tout le monde peut tirer avantage ou profit sur leurs entreprises. Donc, on passerait à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions pour Jenna? Donc, je demanderais soit de lever la main et ensuite, on ira à tour de rôle. Donc, j'ai une question de Philippe Ether. Donc, Philippe, je te demanderais d'ouvrir ton micro. Hi, Jenna. I have a question for you. When you take a decision, a business decision, you said you guys are 5 to take the decision. Yeah. Can you talk about maybe by experience or how do you deal with, let's say, sometimes to take a different approach or something, you'll have kind of 2 clans or 2 people. So how have you in the past work that idea? I know it's a non-number 5, sometimes it could be 3 against 2 or something like that. It works well, but how have you managed that in the past? It's funny, the biggest tension in terms of those kind of discussions usually happen in the spring or around cutting hay, you know. I don't think we've ever had big problems negotiating investments or purchases. We're usually on the same page for that kind of stuff, but it's usually been more about field work if we do have to have we try to make sure that everybody's okay with it before we move ahead. I don't try not to, and sometimes you do have to take a break, go home to your separate houses and then come back and discuss it again, you know. That seems to happen sometimes. Perfect. Thanks. Donc, la prochaine question serait de Jean Bissonnette. Donc, Jean, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Bonjour, Jenna. Ma question, quand tu as commencé à t'impliquer au niveau du conseil d'administration de la coop, tu m'as dit que tout le monde chez vous, c'était bien vu de s'impliquer et de s'impliquer dans différentes organisations. Comment vous gérez ça, le fait qu'il y a du monde qui s'absente pour des réunions, parce que c'est ça la réalité des organisations, puis que peut-être certains s'absentent plus que d'autres? Oui, ben on est presque tous impliqués dans au moins une organisation. Donc, c'est sûr, des fois, il faut gérer mais on est capable de faire le trait de soir à 2. On est 5, mais ça se fait à 2. Donc, d'habitude, on est capable de gérer la traite. C'est juste une discussion. Hey, j'ai un meeting, c'est-tu correct? Puis d'habitude, ça passe. C'est pas. Puis comme j'ai dit, c'est une priorité. Donc, il n'y a jamais de tension ou de. C'est pas mal vu. C'est ça. Je sais pas si je m'explique. A thumbs up is good. Donc, dernière chance pour poser des questions à Jenna. Last chance to ask some questions to Jenna. Donc, on n'avait pas de questions dans le chat. Donc, je crois que c'était assez clair, Jenna. Merci beaucoup. Merci. Our next presentation will be on mobilization and retention of local labor. So we know that there's a few challenges there, and there's a few interesting notes that Ferme la Vigne do on their own farm.
Donc, la prochaine présentation, c'est la gestion et mobilisation de la main-d'œuvre locale. Donc, on connaît un peu les défis de la main-d'œuvre locale et de la retenir sur la ferme. Donc, Shanna Lavigne de la ferme Lavigne vous présente un peu quelques solutions qui, eux, utilisent sur leurs entreprises. Donc, Shanna, je te passe la parole. C'est parfait. Merci, Marie-Philippe. Donc, tout d'abord, je vous présente un petit peu la ferme. Donc, nous avons environ une centaine, 1000 acres en culture. Donc, on fait la rotation entre foin en silage de maïs, foin ensilé, foin sec, soya, maïs, grain. 246 kg de quota, donc toujours en achat. Nous avons la traite robotisée avec 4 robots que nous, on va quand même visiter 3 fois par jour, disons faire notre tour. En moyenne de production sur 12 mois, c'est environ 40 litres par vache par jour, donc pour 1,56 kg par vache par jour. Autre que la ferme et les cultures, on a aussi les rabières qu'on a comme travail ou autres tâches connexes au printemps. Les objectifs de l'entreprise, bien à court terme, c'est toujours d'améliorer les performances, faire de l'expansion, donc l'achat de quotas. Moyen et long terme, c'est garder le bon fonctionnement et de l'avoir à pleine capacité, donc de pouvoir remplir les tables. Puis aussi, on commence à regarder aussi l'établissement de la relève parce que nos enfants vieillissent tranquillement pas vite. Donc, ça va être à prévoir ça aussi dans les prochaines années. Les points forts de notre entreprise, en tout cas selon nous, la stabilité de notre main-d'œuvre, la gestion globale de l'entreprise et son efficacité. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler de la main-d'œuvre. Comme personnel d'entreprise, il y a les 2 actionnaires principaux, dont Alain et Jean-Pierre, à 50-50. Employé à temps plein, il y a moi qui fais un peu de régie, de comptabilité et je m'occupe des veaux. Nous avons Manon qui est avec nous depuis plusieurs années, qui, elle, disons, ses heures de travail varient entre 30 et 35 heures par semaine, soit du lundi au vendredi, elle fait la traite de l'après-midi, donc environ de 1 à 5. Et elle revient en soirée, donc de 8h30, on dit jusqu'à 22h, mais c'est toujours selon le temps que ça prend ou les tâches qu'il y a à faire le soir. Donc, elle, c'est surtout les veaux, les traites et la régie. Elle a fait de la régie de vaccins aussi avec ça. On a Zachary qui est à temps plein avec nous, qui fait en moyenne une 50 heures par semaine. Puis, il travaille du lundi au dimanche de 6 à 4. Il y a une fin de semaine sur 2 de congé. Habituellement, sa fin de semaine de congé, il prend le vendredi, samedi, dimanche. Lui, c'est surtout l'alimentation et les autres tâches qui se relient un peu à ça. Autre personnel qu'on a à l'entreprise, on a Catherine qui est à temps partiel, qui fait 2 jours semaine avec nous, soit le lundi et le vendredi. On a des étudiants à la fin de semaine. Puis, on a des employés forfaitaires autres que pour les cultures. Donc, on a François qui fait du remplacement pour Zachary. Donc, la fin de semaine que Zachary prend de congé, c'est François qui te remplace. Mais il fait aussi beaucoup d'entretien avec nous sur tout ce qui est bâtiment, surtout bâtiment, équipement, un peu de machinerie. Sinon, on a Robert qui fait l'entretien de la machinerie, entretien et réparation. Et lorsque ça vient le temps de la cabane à sucre, il vient donner un coup de main aussi qui va nous libérer, nous, pour être dans les tables. Autre que ça, moi, on a 2 de nos enfants. Donc, Adèle qui fait les samedis et dimanches matin, le matin et l'après-midi. Puis mon garçon, lui, qui va surtout faire vendredi, samedi soir pour remplacer Manon. Mais il va aussi travailler toute la journée, je dirais, avec Jean-Pierre. Pour vérifier, nous, les heures, parce qu'ils sont payés à l'heure, les employés sont tous payés à l'heure. Donc, la façon la plus simple qu'on a trouvée de comptabiliser tout ça, c'était avec un neurodateur, donc le fameux punch clock. Comme défi pour la main-d'œuvre locale, on s'entend que c'est jamais évident, parce que tu connais les gens. Pour le recrutement, on a déjà eu recours à des plateformes d'emploi
avec le gouvernement, les réseaux sociaux, les journaux, de bouche à oreille. Je vous dirais, dans le 90% des cas, ça a toujours été de bouche à oreille et souvent, ça a été des gens qui nous ont approchés disant qu'ils cherchaient de l'emploi. Donc, on a quand même été assez chanceux de ce côté-là, malgré que des fois, tu en cherches, puis ou tu voudrais en avoir plus, puis tu n'en as pas. Avec les années et le temps, les différentes expériences, on a vu, pour essayer que ça soit clair pour tout le monde, on a comme des genres de description de tâches selon le poste que tu occupes. Puis on essaie de le mettre le plus détaillé possible de façon à ce que les gens sachent c'est quoi les tâches à faire ou sachent à quoi s'attendre comme travail. C'est certain qu'il y a toujours la petite clause là, et autres tâches connexes. Là. Mais en gros, avant de commencer, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ils peuvent poser leurs questions dès le début. C'est certain, un des difficultés ou un des défis pour garder notre main-d'œuvre, c'est évidemment les salaires. Nous, les salaires varient en fonction de l'expérience et de l'ancienneté. Donc, nos enfants qui ne sont pas nécessairement d'âge à travailler, mais qui viennent nous aider, ils ont environ 10 de l'heure. Les étudiants sont à 13 et 15. Nos salariés, ça varie entre 15 et 19,75. Puis, ceux qui font la traite de soir, ils ont aussi une petite augmentation pour le soir. Les employés forfaitaires, ça joue entre 20 et 45 selon les travaux effectués. Ça, malheureusement, on n'a pas toujours un mot là-dessus. C'est eux qui décident. Mais pour l'instant, ça va bien. Il faut quand même rester compétitif. Sinon, comme tout le monde, ils vont aller regarder ailleurs. Un petit fait à savoir, c'est qu'il n'y a aucun salaire minimum en Ontario sur une entreprise agricole. Donc, si quelqu'un vous dit, ben oui, mais c'est ça le salaire, mais non, il n'y en a pas. Habituellement, on donne le salaire minimum, nous aussi, pour rester compétitif, mais ce n'est pas obligatoire. Puis en agriculture, il n'y a aucune obligation de payer journée fériée ou des temps doubles, temps et demi, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus libre côté légal, mais il faut quand même être respectueux des gens et leur offrir quelque chose d'intéressant. Il y a quelques années, une des façons qu'on a trouvées pour essayer d'aider à garder nos employés, ça a été de leur proposer de l'assurance d'employés. Donc, nous, on fait affaire avec la financière Sun Life. Puis, avec eux, donc je dis bien avec eux parce qu'il y a plusieurs compagnies, plusieurs différentes options. Donc, pour nous, il faut que les employés travaillent un minimum de 20 heures par semaine pour être éligibles aux assurances collectives. On était obligé d'avoir un minimum de 3 employés pour commencer. Mais ce qui était bon pour nous, c'est que même si Alain et Jean-Pierre sont actionnaires de l'entreprise, ils sont aussi à titre de salariés. Donc, on pouvait s'inclure nous-mêmes dans les employés, dans les 3 employés minimum. Ça a beaucoup aidé pour les gens qui avaient des jeunes enfants. Donc, c'est une façon pour eux de pouvoir en bénéficier. C'est seulement les employés qui ont des postes permanents, donc à temps plein, qui sont éligibles. Puis, il y a toujours une période de probation de 3 mois avant d'être admissible. C'est comme tout emploi, il y a toujours la période de probation avant de dire qu'officiellement, tu es engagé à temps plein. Donc, c'est la même chose pour les assurances. Puis aussi, il ne faut pas oublier que si tu rentres dans le processus d'assurance collective, pour nous, ça a été pas par choix, mais par obligation. Tu es obligé d'assurer tous les employés qui travaillent chez vous. Tu ne peux pas choisir les seuls que tu veux puis en refuser d'autres. Tout le monde est obligé de faire partie de tout ça. Puis en tant qu'employeur, nous, on a choisi de payer 75% de la franchise de l'employé. Puis l'employé paye seulement 25%. Mais ça, c'est vraiment selon ce que vous décidez. C'était discuté avec le courtier d'assurance. Cependant, l'employé, lui, doit obligatoirement
payer 100% de la franchise pour l'invalidité de longue durée. Sinon, c'est pas accepté par la compagnie d'assurance. De notre côté, c'est certain que les forfaits d'assurance collective, tu peux choisir plusieurs options, soit en tant que de taux de paiement ou encore qu'est-ce que tu veux assurer ou pas. Il y a certaines choses que tu es obligé. Nous, les médicaments, c'est couvert à 100%. Tout ce qui est autre, le genre massothérapie, physiothérapie, chiro, ergo, ostéopathe et tout ce genre-là de services ou de soins de santé, c'est couvert à 80%. Soins dentaires, encore 80%. On offre les validités de longue durée, de l'assurance vie personnelle ainsi que pour les personnes à charge, donc conjoint, conjointe et les enfants. Puis aussi le décès et mutilation qui vient avec le forfait. Donc ça, c'était pas par choix. Une des façons qu'on a vues, même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est beaucoup la flexibilité. Donc, surtout les horaires et congés. On s'entend que nous, les employés de fin de semaine, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout nous autres. Puis quand les employés veulent des congés de semaine, bien, on est assez flexible là-dessus. Mais de leur côté aussi, sachant qu'on est assez flexible, lorsqu'on a besoin de plus de temps, pour que ce soit les travaux au champ ou autres, habituellement, sont toujours là pour nous donner un coup de main. Puis vois-tu, nous, on a Zachary qui est en plein sur l'alimentation. Puis il y a François qui le remplace. Mais souvent, nous, si Zachary a besoin d'une journée de congé pour des raisons personnelles, mais souvent, il va prendre les devants puis communiquer lui-même avec François pour justement s'assurer qu'il va y avoir quelqu'un là pour le faire. Puis pour l'instant, tout va bien de cette façon-là. Donc, on les laisse s'arranger de cette façon-là. Une autre façon aussi, c'est les rendre responsables. Ça leur procure un certain sentiment d'appartenance. Ça établit un climat de confiance entre nous et les employés. Puis ça établit aussi un sens d'accomplissement. Donc, nous, les grosses décisions, certains, c'est les propriétaires qui vont décider. Mais si on parle justement d'achat de machinerie ou d'équipement, mais ceux qui vont travailler avec, dont Zachary ou François, mais souvent, ils vont participer aux discussions, aux rencontres avec les vendeurs pour justement pouvoir donner leurs opinions eux autres aussi. Sinon, on fait aussi, pas des fêtes spéciales, mais disons, lors d'anniversaire, on essaie de le souligner quand c'est possible. Ça va être genre un dîner pizza pendant la journée, on fournit un pizza. Dans le temps de Noël, ça va être un souper de Noël pour les employés qu'on organise. Sinon, ça va être des petits cadeaux ou encore des cartes cadeaux en bonus lors de jours fériés ou surtout les congés de Noël. Donc, la communication, comme dans tout, c'est la clé du succès. Puis ça, je dirais, c'est nous autres, c'est aussi, il faut que ça soit un travail d'équipe. Donc, on cherche des gens qui sont capables de travailler en équipe et pas juste des solitaires. Donc, la formation des nouveaux employés, habituellement, va se faire avec la personne responsable de ces tâches-là. Puis, on va y aller de façon progressive. Donc, on n'expliquera pas à un nouvel employé comment tout faire d'un coup. On va leur montrer quelques tâches à la fois, s'assurer qu'ils sont bien assimilés, les tâches qu'ils ont à faire, qu'ils comprennent bien, et s'assurer de la bonne façon de faire la tâche. Ensuite, au fur et à mesure, on va rajouter d'autres tâches, mais on va toujours avoir quelqu'un aux alentours pour aider ou conseiller aussi. C'est nous autres, de façon, ce qu'on fonctionne dans l'étape, c'est qu'on n'est jamais ou presque jamais seul. Donc, il y a toujours quelqu'un là pour aider en cas de besoin. Pour ce qui est de réunions entre employés, il n'y a pas vraiment de réunion formelle, mais habituellement, les lundis matins, on se rencontre, disons Jean-Pierre, Alain et moi, au début, puis on discute un peu des activités ou des tâches à faire au courant de la semaine qu'on va mettre ensemble. Puis sinon, Jean-Pierre, lui, va faire des rencontres avec justement Zachary et François pour voir les autres tâches à l'extérieur de l'étable, qu'est-ce qu'il y a à faire. On a aussi plusieurs
plusieurs petites listes un peu partout dans la grange. Donc, la celle que vous voyez à l'écran, c'est un peu une liste des tâches que nous, les employés de l'étable, qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, on essaie de diviser les tâches de façon à ce qu'ils ne sont pas obligés de tout être faites la même journée, mais qu'au courant de la semaine, à tous les jours, il y a une petite tâche à faire. Puis de cette façon-là, on sait que tout va être fait, mais c'est pas obligatoire d'être la même journée. Donc, c'est un peu un essai-erreur. Quand on voit qu'une journée, on est trop occupé ou qu'on manque de temps ou il y a eu des imprévus, mais la tâche est remise la journée d'après. Mais c'est juste de s'arranger qu'à la fin de la semaine, toutes les tâches ont été faites. On a aussi une autre façon de vérifier pour le soin des génisses dans les tables et des bœufs. Parce qu'en général, on est 2 qui s'en occupent, mais il y a aussi les étudiants de la fin de semaine. Donc là, on a sorti une façon de pouvoir indiquer tout ce qu'on fait avec nos veaux, de façon à ce que la personne qui va venir la prochaine traite, c'est au courant de ce qui s'est passé le repas d'avant ou dans les jours d'avant. Et c'est plus facile de faire le suivi quand les veaux sont malades avec ça. Ça, c'est un autre exemple de tâche ou de liste que nous avons parce qu'on a, depuis quelques temps, on a commencé à faire le nettoyage de robots de façon un petit peu plus régulier. Comme ça, c'est plus rapide et c'est moins dégoûtant. Donc, c'est un peu une liste, puis la liste est accrochée au mur à côté, puis c'est les choses qu'on a à faire, comme ça, on est certain que tout est fait. Puis, comme je dis, on commence à cocher, puis si jamais on ne finit pas cette journée-là, ben la prochaine personne qui rentre voit qu'est-ce qui reste à faire et peut continuer et cocher sa liste elle aussi. Bon, de façon continue, bon, il y a la convention d'employés qu'on n'a pas officiellement rien d'écrit, mais c'est certain qu'on a un début qu'on a fait déjà là, avec nos listes de tâches. Sinon, il y a aussi un processus d'évaluation qu'on n'a pas officiellement mis en place et documenté. Ce qu'on essaie de faire, c'est au fur et à mesure de souligner les bons coups qu'ils font, puis en même temps, lorsqu'il y a quelque chose qu'on n'est pas d'accord, on essaie d'en discuter au fur et à mesure pour justement corriger la situation et pour s'assurer que ça va de mieux en mieux. C'est bon. Question? Merci beaucoup, Shanna, pour cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou vous pouvez lever votre main également pour Shanna de la ferme La Vigne? So, is there any questions for Lavigne's methods with their local labor? Je crois que c'est assez clair. Bon, c'est bon. Ah, on a une question. Donc, Valérie Canel qui aurait une question. Vas-y, Valérie, tu peux allumer ton micro et ta caméra. Oh, caméra aussi. J'ai bien aimé les listes de tâches à faire. Est-ce qu'il y a de la difficulté à implémenter que les gens sont obligés de cocher ou de tenir track de la liste ou bien que ça fonctionne assez bien? Ben, je te dirais que les premières semaines que ça a été fait, on cochait plus. C'est certain qu'il y a des fois qu'on coche un petit peu moins, mais on est quand même, je te dirais, les 2-3 mêmes qui le fait toujours. Puis en étant là presque à tous les jours, mais tu sais, je peux voir si l'employé le fait aussi, là. C'est certain que des fois, si je n'y suis pas, ben, elle va cocher pour me laisser savoir qu'elle l'a fait.
Mais l'important, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des tâches comme la tâche de laver le robot. C'est jamais bien le fun. C'est pas difficile, c'est juste c'est plate. Fait que ce qu'on a vu souvent, c'est d'essayer d'avoir de le faire avec les employés. Comme ça, c'est plus vite. Puis en même temps, les autres, ils ne se sentent pas, ben, c'est tout le temps les autres que la job sale, genre, là, ou la job que personne veut. Là. Fait que c'est pas si pire. Le cochage, oui, des fois, il se fait pas, là. Mais c'est pas au point où ce que je dois l'exiger parce que l'ouvrage, elle se fait pas. Si je vois que l'ouvrage, à un moment donné, bon, ben, on saute trop souvent ou on ne fait pas les tâches, mais là, on va en discuter, puis oui, on va retourner à dire, bon, ben là, il ne faut pas t'oublier de cocher pour être sûr. Là. Mais pour l'instant, même si ce n'est pas coché, l'ouvrage, elle se fait quand même. OK, so c'est plus comme un guide ou un rappel que ces tâches-là ont besoin d'être faites. Puis... C'est ça. OK. C'est beau. Donc, j'aurais une question dans le chat. Quel est le principal atout, selon vous, pour retenir vos employés? Selon moi, écoute, moi, je vais dire c'est la flexibilité. Parce que si je regarde, je veux dire, avant de travailler sur la ferme, moi, j'ai travaillé ailleurs. Puis je l'ai vécu quand ton patron il dit tu rentres à telle heure, puis telle journée, ben tu t'astines pas avec, puis tu dis pas non, je peux pas, puis je rentre pas. Là. Que nous autres, les employés, écoute, à 99%, ils rentrent toujours. Là. Sinon, ben, ils sont quand même, on laisse des congés quand ils le demandent, même si des fois, ça fait pas notre affaire. Mais en échange, en temps très occupé, comme dans les semences ou dans les récoltes, habituellement, ils vont faire du temps supplémentaire puis ils ne chialeront pas. Là. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis je veux dire, quand on fait les récoltes ou les semences, ben mon employé qui est sur le tracteur toute la journée, ben je vais y amener à souper. Il n'est pas obligé d'amener son propre souper. Quand on finit d'ensiler, avant de fermer les silos, ben on va acheter de la pizza ou autre chose, puis on mange tout le monde ensemble, puis on finit la tâche ensemble. Là. C'est ce que je pense qui est notre point fort à nous. Donc, super, merci. Je crois qu'on a fait le tour pour les questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Fait que merci beaucoup, Shanna, pour ce témoignage. C'est bon, merci. So our next presenter will be Philippe Etard from Ferme Philos, which has experience with foreign labor on the farm. So he will kind of touch base on how he valorizes his labor on farm. Donc, notre présentateur est Philippe Etard de la Ferme Philos. Il va un peu présenter, cette ferme utilise beaucoup la main-d'œuvre étrangère à la ferme. Donc, il va nous expliquer un peu leurs points pour valoriser ce genre de main-d'œuvre. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme Marie-Pierre, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis de parler un peu de mon expérience. Donc, on m'a demandé un peu là, qu'est-ce qu'on utilise vraiment la ferme là, pour encourager et motiver, puis tout en faisant sûr là, que l'expérience de travail, mes travailleurs étrangers, c'est un environnement vraiment agréable, puis qu'ils soient bien heureux. Je vais expliquer un peu là, pourquoi on a utilisé des travailleurs de l'étranger et puis un peu notre expérience. Ça fait depuis quand même septembre 2009 là, que nous travaillons avec des travailleurs étrangers. Donc, alors, prochaine slide. Alors, la ferme, donc nous, on a 140 vaches en lactation, en stabulation libre, là, et puis à peu près 1850 acres là, de maïs, soya, blé, luzerne. De mon côté, c'est moi qui fais toute la gestion du troupeau, donc c'est moi qui s'occupe du troupeau.
Et puis, mon père s'occupe des champs, des grandes cultures. Il y a ma mère qui est à la comptabilité et au bureau. Et puis, tout ce qui est SIGA et puis groupement de gestion. Et puis, au niveau des cultures, on a un employé à temps partiel. J'appelle ça temps partiel parce que les dernières années, c'était un stagiaire mécanicien qui venait de l'Europe, là, qui venait souvent là, à partir d'avril jusqu'à la fin des récoltes. Donc, ce n'est pas un employé à temps partiel, mais c'est qu'il était là à peu près pour 7 à 8 mois dans l'année. Et au niveau de la ferme laitière, on a 2 travailleurs guatémaltèques qui, eux, s'occupent vraiment de la traite des vaches, des nettoyages et puis faire boire les veaux et plusieurs travaux divers là, pendant la journée. Et puis, il faut noter aussi qu'on a plusieurs employés. Quand j'appelle les employés saisonniers, c'est vraiment des chauffeurs de tracteurs. C'est des employés, c'est des voisins à la retraite qui viennent conduire des tracteurs là, à des périodes très précises, là, au mois de mai et aux récoltes. Et puis, on est quand même une petite équipe, donc c'est sûr qu'on utilise beaucoup de forfaitaires là, lors de la mise en culture. Exemple de travaux forfait qu'on fait, c'est ensilage, récolte, tous les battages sont faits à forfait, les arrosages, les épandages à fumier. Et puis ça, c'est à travers les années, on a quand même c'est une petite équipe et on voulait vraiment, comment dire, moi me concentrer à la ferme laitière et mes parents vraiment aux cultures, mais à un moment donné, donc c'est l'aspect qu'on a trouvé, là, aller chercher vraiment des personnes avec de la machinerie spécialisée là, qui viennent et puis donc il y a un coût à ça, mais nous, c'est ce qui marche là, c'est ce qui marche pour nous. Maintenant, plus précisément, au niveau des travailleurs étrangers, les avantages, donc, c'est des travailleurs très fiables, très honnêtes. Ils sont ici, ils sont là tous les jours. Ils veulent travailler, ils sont très motivés. Puis c'est surtout aussi pour des tâches manuelles puis routinières. Donc, vraiment, là, eux, ils ont leurs tâches là, très spécifiques dans la journée. Puis, il faut que ce soit quand même sensiblement toujours la même chose. Là. Ils sont des très bons travailleurs quand ça vient à ça. Et puis, c'est sûr qu'ils n'ont pas peur de travailler de longues heures. Là. En général, leur horaire ne change pas, sauf que, exemple, là, le printemps s'en vient, donc il y a toujours, par exemple, des champs, ramasser de la roche, ramasser des branches autour. Il y a toujours des situations, par exemple, dans les bunkers, mettre les pneus, les plastiques. Donc, c'est sûr que des fois, il y a une soirée qu'on va finir un peu plus tard, ben, ils viennent nous aider là, pour faire certaines tâches spécifiques, si on peut dire. Moi, j'ai toujours dit que c'est une situation gagnante-gagnante. Nous, on a des employés hyper fiables. Là, et puis, donc, puis eux, bon, leur grand avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément d'opportunités de travail pour eux chez eux. Et puis, ils sont très contents de pouvoir venir faire un bon salaire et puis retourner ça là, dans leur famille. Là. Donc, c'est très important pour eux. Je veux dire, il n'y a rien qui est parfait. Je veux dire, il y a des défis. J'ai aidé beaucoup de fermes dans les dernières années là, à faire l'application et tout ça. Puis il y a certaines choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on choisit de travailler avec des travailleurs étrangers. C'est sûr que la communication, il y a une barrière de la langue. Donc, maintenant, il y a quand même certains travailleurs qui sont venus plusieurs fois, par exemple, au Québec ou qui ont commencé à apprendre. Moi, mes travailleurs, par exemple, là, ça fait quand même plusieurs années, mais reste qu'ils parlent quelques mots français et anglais ici et là, mais reste que la langue de travail avec mes 2 gars. Moi, j'ai 2 travailleurs, là, mes 2 guatémaltèques, c'est l'espagnol. Donc, j'ai baragouine un peu le mélange de français, anglais, espagnol, là, puis on arrive à se comprendre. J'ai toujours dit que la personne qui
qui veut que ça marche, là, ben, tu vas trouver une façon de communiquer avec eux. Au début, ça a été difficile, par exemple, pour mes parents, par exemple. Mes parents étaient habitués à vraiment donner les tâches. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a dû vraiment s'adapter. Donc, tu ne peux pas nécessairement juste donner les tâches et puis ou leur montrer une fois. Donc, ça prend beaucoup plus de temps, là, puis de supervision. Il y a une différence culturelle. Moi, comme j'ai dit, j'ai tombé sur des gars d'une famille très exceptionnelle, mais reste que c'est une société patriarcale, donc il y a des fois, c'est un exemple où est-ce que c'est pas évident de recevoir, par exemple, à ma mère aussi au début, là, de recevoir certaines ordres des femmes. Mais ça, c'est une réalité. Puis nous, on a fait très clair dès le début que ce soit moi, mon père, ma mère. Donc, c'est la même chose. Là. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas eu de gros problèmes, mais reste qu'il faut établir ça dès le début. C'est sûr qu'au début, il y a peu d'expérience, surtout avec le système de santé des animaux. C'est des gens qui viennent de la campagne, donc ils ont tous des vaches, des animaux à la maison, mais reste que, on s'entend que c'est encore très à la main. Puis, donc, mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est un avantage parce que le travailleur, si tu prends le temps pour le former, il va faire exactement la traite comme tu veux que ce soit fait. Donc, il n'y a pas de mauvaise habitude qui a été prise peut-être dans le passé, disons. Donc, les premiers, quand ils sont arrivés, on parle là, de 3-4 mois la traite là, pour vraiment, vraiment là, que ce soit être avec eux. Puis donc, il faut vraiment s'investir en temps là, au début. Et puis, aussi, il faut faire attention à la machinerie. Surtout, là, nous, la machinerie qu'eux utilisent, par exemple, les Bobcats ou les téléhandlers, les télescopiques, c'est sûr qu'il y a eu un temps d'adaptation, puis il faut vraiment prendre le temps de bien leur montrer la sécurité parce qu'ils n'ont pas nécessairement appris ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il y a aussi qu'on doit réappliquer à chaque année ou à chaque 2 ans, chaque contrat, si on peut dire. Là. C'est avec le gouverneur fédéral, donc ça peut prendre du temps. C'est pas facile, c'est pas. Mais quelqu'un qui le fait, là, qui est bien dans ses dossiers, là, ça va bien. Mais au début, ça peut paraître comme assez imposant, mais reste que. Ça se fait quand même assez bien, mais il y a des temps d'attente. Donc, il faut prévoir en conséquence. Et aussi, le COVID, là, il y a eu beaucoup d'incertitudes face au programme et puis il y a eu des changements. Donc, ça, pour mon cas, je suis assez chanceux parce que je les ai eus juste un peu avant COVID et tout ça, mais je sais qu'il y a eu des délais et puis ça complique les choses là parce que les travailleurs doivent faire une quarantaine et puis maintenant les règles changent un peu là. Mais bon, ça reste à voir. Pour moi, la clé du succès, il faut être très patient. Il faut être très patient. Il ne faut pas penser que dès le début, on a des travailleurs étrangers puis que ça va travailler. Puis donc, il faut comprendre là, que les autres partent de leur pays, ils ont un différent contexte. Puis souvent, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux. Donc, il faut prendre le temps. Il faut vraiment les former. Il faut avoir un cadre solide. Là. Je parle pas il faut vraiment juste les épauler, là, être là pour eux autres. Faire des contrôles, puis des contrôles fréquents. Moi, j'ai trouvé la meilleure manière de fonctionner. Moi, je m'occupe de l'alimentation le matin. J'ai un à la traite, puis un qui rentre les vaches, fait les veaux, nettoie les logettes, nettoie un peu, met la paille, etc. Et puis, aussitôt que tout le monde a pas mal fini leurs tâches, là, on a un meeting informel, là, puis là, je leur pose des questions. OK, la traite, comment ça a été? Telle vache, puis là, je pense que ça va bien comme ça. Après, au niveau des routines protocoles, comme j'ai dit, il faut vraiment que ce soit routine. Donc, le matin, j'en ai un à la traite. L'autre qui fait les tâches, et c'est l'inverse le soir. Et puis, dans la semaine, la journée, ils ont aussi des tâches très spécifiques. Par exemple, tel jour, c'est les bains de pieds. L'autre jour,
par exemple. Les tâches, c'est vraiment chaque jour a une tâche spécifique. Et puis, il faut les garder dans leur zone de confort. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il faut être réaliste dans les attentes. Je veux dire, plusieurs me posent la question, est-ce qu'ils inséminent les vaches? Est-ce qu'ils brillent les vaches? Je suis d'accord que ils vont voir les chaleurs puis tout ça. Mais moi, je dis tout le temps, eux, ils me donnent le temps de faire ce côté gestion-là. Donc, moi, je leur dis, concentrez-vous sur la traite, sur observer les animaux, me faire des rapports journaliers. Et puis après, toute la question gestion, vaccin, vache malade, insémination, tout ça, moi, j'ai le temps de faire ça parce qu'eux ont fait un travail de qualité. Là, donc, ça me donne beaucoup plus de temps pour ça. C'est pour ça que je dis être réaliste dans les attentes. Juste rapidement, là, qu'est-ce qu'il y en est là, dans le contrat de travail? Donc, ça, c'est avec Service Canada. Le salaire en ce moment, là, cette année, c'est 14,39 de l'heure. Donc, ils ont 50 heures par semaine, 120 minutes de pause par jour. Reste que, comme les miens ont plus que ça, là, ils font des split shifts. Donc, ils ont plus de ça, mais ça, c'est minimum. 1 jour de congé par semaine, 2 semaines de vacances payées, puis 5 jours de congé de maladie. Ça, c'est qu'est-ce qui est un peu le minimum à avoir dans le contrat qui est régi par Service Canada. Et puis, nous, comme employeurs, on doit leur fournir un logement adéquat qui rencontre les normes de la santé publique. Donc, la santé publique vienne faire un constat, voire donner leur approbation comme quoi le logement est adéquat. Et puis, là, avec la COVID, là, on doit avoir un endroit pour la quarantaine à l'arrivée. Mes derniers travailleurs, là, j'avais loué une roulotte pour 2 semaines, là, une roulotte tout compris, là, pour qu'ils puissent faire leur quarantaine à l'égard là, de mes 2 autres travailleurs qui étaient encore ici. Et puis aussi fournir des produits sanitaires de base, payer les billets d'avion, une assurance médicale privée jusqu'à ce qu'ils puissent adhérer au service de la province, là, au HIP. Donc, on parle d'à peu près un 60 jours à peu près, là, 30 à 60 jours, tout dépendant, là, d'assurance privée. Et puis, nous, on les accompagne à la banque là, à chaque période de paye. Donc, ils sont payés aux 2 semaines. Eux, c'est très important pour eux. Ils vont juste retirer un petit peu d'argent pour payer les grosseries. Donc, vraiment, eux, qu'est-ce qu'ils ont à payer de leur poche, là, c'est les grosseries. Et puis, après, le reste est transféré à la famille là, au Guatemala. Donc là, nous, ça, c'était un peu le minimum. Là. Et puis, nous, à travers les années, il y a certaines choses qu'on a vues là, qui pour accentuer un peu qu'ils soient peut-être plus heureux, puis plus... donc, le logement, je veux dire, il faut que ce soit confortable. Moi, mes 2 gars, c'est une maison mobile, mais qui comprend tout. Il y a 3 pièces. Donc, il y a bien de l'espace pour mes 2 employés. C'est sur la ferme, donc c'est bien. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, donc c'est proche. Donc, par exemple, ils finissent le matin là, à 9h, 9h30, ils vont déjeuner. Ils sont prêts là, quand ils reviennent là, après, plus tard dans la journée. Ils n'ont pas beaucoup de déplacements, donc ça, c'est bien. Très, très, très important, là, c'est la possibilité de communiquer avec leur famille. Au début, c'était sûr, c'était par téléphone. Là, dernièrement, les dernières années, là, donc c'est vraiment, on s'est assuré là, que la maison des Guatémaltèques, qu'il y ait du Wi-Fi, qu'eux peuvent se connecter avec leur téléphone et puis qu'ils utilisent une plateforme là, pour communiquer. On leur a donné Netflix, c'est drôle parce que, donc, ils ont la possibilité d'avoir Netflix, mais les miens, peut-être d'autres fermes, c'est important, mais les miens, ils l'ont, mais je ne pense pas qu'ils l'utilisent tant que ça. Mais beaucoup plus important, c'est qu'ils puissent avoir le Wi-Fi là, pour communiquer avec leur famille. On leur fournit un repas par semaine. Nous, on a vu qu'ils appréciaient énormément. C'est quand même deux jeunes hommes. Là, et puis, des fois, faire à manger puis tout ça.
Donc, que ce soit un repas qui est préparé, un repas préparé maison ou lorsqu'on va faire les chèques de paye, là, je leur achète toujours un repas, là. Donc, minimum une fois par semaine, puis ils sont super contents là, à chaque fois. Nourriture locale, donc ça c'est une chose, la maseca, c'est une farine de maïs qu'on retrouve. Au début c'était un peu plus compliqué, mais maintenant on retrouve quand même en supermarché. Eux, ils utilisent ça pour faire des genres de tortillas. Les fèves noires, et puis une couple de fois par année, ça, les tamales, là, il y a une cuisine là, mexicaine là, qu'on a trouvée sur Internet, et puis on leur commande là, quelquefois là, à Noël, et puis des occasions spéciales, là, puis ils apprécient énormément là, pour avoir un petit peu d'un goût de chez eux là, lorsqu'ils sont ici. Les habits de travail, on a eu à chaque saison, eux autres, ils aiment beaucoup, beaucoup le village des valeurs, le Value Village, là, minimum une fois par saison. On va, là, juste avant l'hiver, là, aller se chercher là, tous des vêtements chauds puis tout ça, parce que c'est sûr que pour eux, l'hiver est un obstacle là, qu'ils ne sont pas habitués. Maintenant, les miens sont habitués, mais reste que on fait sûr qu'ils sont prêts pour attaquer, là, surtout l'hiver. Donc, j'en ai parlé un peu. Après chaque trek, on discute de comment les choses ont été. Donc, c'est un rapport informel, là, donc c'est verbal. On se rend compte comment étaient les choses. Puis il faut vraiment poser des questions. J'ai remarqué là, avec le temps que c'est pas des gens là, qui vont nécessairement être on devrait changer ça ou telle chose ou tout ça. Mais c'est plus en posant des questions, là. Toi, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Qu'est-ce qu'on. Tu sais, telle vache, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Puis j'ai vu que, tu sais, ils vont dire, it goes a long way, là, de s'intéresser puis poser des questions. Et puis ça va aussi au niveau de, moi souvent là, je leur demande comment ça va à la maison, comment ça va la famille, c'est quoi la température là-bas, est-ce que vous êtes en train de semer les maïs, de s'intéresser, je pense que ça c'est important. Avoir le sourire, ça semble tellement banal, là, mais moi, un des plus gros compliments là, que certains que j'ai reçus, là, c'est par exemple les intervenants, là, que ce soit le vétérinaire ou François Jacques, mon nutritionniste, qui me disent, tes gars, là, ils arrivent, ils ont le sourire dans la face, je vois que c'est positif. Donc, moi, je me dis tout le temps, là, c'est pas toujours évident, là, c'est sûr, moi, j'ai pas toujours le sourire, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Là. Puis des fois, il y a certaines choses avec des vaches, puis en agriculture, que tu n'as pas toujours le sourire, mais vraiment faire un effort. Là. Puis les autres, en tout cas, ça, c'est une chose. Puis ça change toute la dynamique. Ça change toute la dynamique. Quand tu as 3-4 personnes là, qui ont le sourire, ça change. Et puis, une chose que j'ai remarqué aussi, moi, je fais sûr, là, le matin, je les salue, le soir, je leur souhaite une bonne soirée. Puis, à chaque fois qu'on se quitte, là, je les remercie. À chaque fois, ça prend une seconde et demie, mais je leur dis merci pour leur travail, des sacrifices qu'ils font. Puis je dis toujours, en faisant des petits gestes comme ça, j'investis dans ma main-d'œuvre, ben eux, ils vont prendre soin de ma ferme, là, comme si c'était la leur. Là. Donc, c'est un peu ma philosophie puis comment j'essaie de travailler. Puis à travers les années, là, maintenant, j'ai des jeunes enfants. Mes parents, comme j'ai dit, s'occupent plus de la ferme des grandes cultures puis tout ça, mais reste que maintenant, ils n'ont plus besoin de venir. Là. Ils viennent quand ils veulent, ils viennent faire leur tour. Ils ne sont pas obligés là, de venir. Puis moi, c'est une fierté pour moi. Ça veut dire que les choses roulent bien. Puis s'ils veulent venir m'aider, donner un coup de main, là, ils viennent quand ils veulent, mais ils ne sont pas attachés à ça. Et puis moi, la même chose dans le sens que souvent, là, les traites du soir, là, les deux gars sont autonomes. Je fais quand même ma tournée après.
Et puis, comme Jenna a dit aussi, on a un groupe chat là, ensemble. Là, ils peuvent me donner certaines indications aussi par texte ou la même chose. Là, je vais leur dire, faites attention à ça ou telle vache. Donc, ça aussi, c'est un autre moyen là, pour communiquer et aider les choses. Là. Donc, pour moi, donc c'est pas mal ma présentation. Là. Et puis, ça me ferait plaisir là, de répondre à vos questions. Merci Philippe, super intéressant comme expérience avec des travailleurs étrangers. Donc, on passerait à la période de questions pour Philippe. J'ai un commentaire dans le chat de Dominique, vraiment pertinent comme information, 3 vraies bonnes présentations, bravo, merci. J'ai Patrick Séguin qui a une question. Donc, Patrick, tu peux mettre ta vidéo. Salut Philippe. Salut Patrick. Hey, tu dis que, comme là, je vois que vous êtes 3, tes gars, ils ont chacun deux semaines de vacances, je pense. Oui. Puis ils ont une journée par semaine. Fait que, comment tu gères ça? Tu as du monde, des Canadiens temps partiel qui viennent ou comment tu gères toutes les vacances? Oui, exactement. Donc, quand je parle de vacances payées, là, mais c'est sûr, eux autres, par exemple, moi, mes gars sont ici pour 2 ans. Donc, eux, ils ne veulent pas prendre 2 semaines là, parce que, ils ne peuvent pas vraiment retourner. Mais exemple, là, ça, je parle de COVID, en ce moment, COVID. Là, donc, ils vont être payés là, 2 semaines dans l'année. Donc, ils vont avoir 1 mois de vacances à la fin de leur visa. Historiquement, avant ça, ils faisaient 1 an, ils retournaient 2 semaines chez eux, et puis là, ils étaient payés ces 2 semaines-là, et puis je leur payais leur billet d'avion. Après, ils revenaient après 2 semaines. Là, avec COVID, ça a comme changé un peu. Au niveau des congés, donc, ils ont, comme je te dis, une fin de semaine sur 2. Moi, je n'ai pas mentionné, là, mais il y a mon neveu là, qui peut venir faire des traites. Moi, je vais faire la traite, c'est sûr, les fins de semaine qu'eux ont congé. Et puis, il y a mon père là, qui va venir faire les rations pendant ça. Donc, on arrive là, à s'organiser là, les fins de semaine de congé. Mais puis, je veux dire, dans le passé, là, ça c'est dernièrement, dans le passé, on a eu aussi là, des travailleurs à temps par semaine qui venaient pour faire des traites là, les fins de semaine, dans des périodes comme ça, là, pour les congés. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je crois que c'est Valérie. Valérie Kennel, oui, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Allô? Allô? Tu as mentionné que tu communiquais avec eux autres par texto et tout ça. Est-ce que tu dois leur fournir le cellulaire ou aider à payer le plan ou bien c'est complètement eux qui payent tout ça? Oui, donc c'est à leurs frais, mais en général, qu'est-ce qu'on faisait, donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à là, c'est on allait acheter, par exemple, au Walmart, un pay-as-you-go. Donc, eux, c'était vraiment, ils n'achetaient pas de plan, mais c'est vraiment, ils achetaient le téléphone, puis il fallait mettre des cartes rechargeables à chaque mois. Mais donc, ils prenaient vraiment le plan minimum là, à 30 $, exemple. Mais eux, l'important, c'était qu'ils pouvaient avoir Facebook, Messenger, WhatsApp, ou peu importe, là, pour se connecter sur le Wi-Fi pour discuter avec leur famille. Puis l'autre chose que je n'ai pas mentionné, mais le Wi-Fi est tout autour de la grange, autour de la maison, autour de ma maison. Donc, il y a pas mal de Wi-Fi à grandeur. Donc, ils sont tout le temps connectés sur le Wi-Fi lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'envoyer des messages. Puis, donc, on parle, là, ils achetaient vraiment le téléphone le moins cher, là, peut-être à 100 $, là, un plan de 30 $ par mois. Donc, ça, c'était à leurs frais, mais eux autres, ils voulaient absolument pour parler avec leur famille puis tout ça.
Donc, c'est ça qu'on a fait jusqu'à date. OK, merci. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, je crois que c'était assez clair. Merci beaucoup, Philippe, pour ton expérience avec les travailleurs étrangers. Super intéressant. Beaucoup de points à considérer lorsqu'on engage la main-d'œuvre étrangère. Merci. Ça fait plaisir. Donc, merci à nos 3 présentateurs. Ça conclut les présentations d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. L'enregistrement semble avoir fonctionné. Donc, pour ceux qui voudraient réentendre sur les présentations, ça va être disponible également. Donc, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.